effet, l'UNSS 77 a été un petit peu précurseur, en effet, sur les objectifs demandés par l'UNSS nationale, dans la mesure où elle a favorisé la pratique féminine, justement, dans le développement du sport. Donc, elle a mis en place des actions telles que Planète Ovale, Planète Handball, où les filles étaient partie prenante des compétitions et s'inscrivaient au même titre que les garçons pour marquer des points et faire remporter, bien entendu, leur établissement. Ensuite, on a développé sur la Seine-et-Marne le marathon fitness, qui s'adressait aussi bien aux élèves filles qu'aux élèves garçons. La particularité de cette action, qui a quand même monopolisé à peu près 600 élèves de Seine-et-Marne, était fortement encadrée par des enseignants masculins. Donc c'était une épreuve très intéressante au niveau du regard que peuvent porter justement les jeunes sur ces activités dites à l'origine féminines. Ensuite, le festival artistique aussi, qui accueille donc dans le cadre des Jeux de Seine-et-Marne, aussi bien les jeunes garçons que les jeunes filles sur des activités de type d'expression artistique, danse, acrobatique, donc avec une particularité d'accueil toujours de mixité garçons et filles. L'UNSS 77 aussi est très pertinente aussi sur le plan de la formation des jeunes officiels, puisqu'elle s'inscrit volontiers dans la formation de jeunes dirigeants. Et c'est un petit peu novateur cette année, puisqu'elle va former des jeunes dirigeants. À peu près 90 élèves de Seine-et-Marne se sont inscrits sur cet axe et ce seront évidemment les futurs dirigeants des associations sportives. Donc vraiment un grand engagement de la part de l'UNSS 77 pour favoriser l'engagement des filles dans ces différents axes, conjointement, je le dis, avec la participation des garçons, bien entendu. À ce jour, en Seine-et-Marne, il existe un projet sur un collège de Roissy-en-Brie qui fait un projet où les filles sont partie prenante. Donc je vais laisser la place au collègue qui a en charge de ce projet. Bonsoir. Donc effectivement, je suis enseignant. Je vais vous présenter Emmanuel Antoine. Oui, c'est ça. J'ai tout bon. Donc enseignant d'éducation physique et sportive au collège de Roissy-en-Brie. De Roissy-en-Brie. Voilà. Donc, la parole est à vous, 2-3 minutes pour laisser après le temps aux autres intervenants. D'accord, donc pour évoquer simplement le projet, l'idée c'était au départ d'enregistrer des bruits de couloir, des bruits de terrain au sein du collège, et puis ensuite de partir sur un IDD sport et genre avec les élèves, où on partait sur des réflexions d'élèves. Donc on pouvait entendre par exemple sur un terrain de basket, ah bah elle on peut la choisir, c'est un bonhomme. Donc, et puis au contraire pour des garçons, bah lui il le choisit pas, lui c'est plutôt une tapiole, lui sait pas jouer au basket. Et donc on est parti sur ces réflexions d'élèves, qui étaient parfois un peu crues, et pour montrer que finalement, quand on a un garçon ou une fille, et particulièrement quand on a une fille et qu'on veut mais finalement quand on est sportive, et bien pour beaucoup d'élèves, ça renvoyait à finalement intégrer des valeurs de la virilité. Donc forcément, on n'a pas le choix, quand on n'est plus finalement une fille, on est un bonhomme, hein, comme disent les élèves. Et donc tout ça, ça renvoie à des stéréotypes qui sont forts, qui sont ancrés chez les élèves. Et donc on est parti de ça pour questionner l'égalité entre les hommes et les femmes, les filles et les garçons chez les élèves. Et s'en est suivi donc une étude qui s'est faite en interdisciplinarité avec l'éducation civique. Donc on a étudié notamment dans les magasins de jouets les rayons qui concernaient les filles, les rayons qui concernaient les garçons, avec des séparations claires, des rayons bleus, des rayons roses, comme on a pu le voir tout à l'heure. Mais également on a étudié dans le champ sportif les émissions télévisées avec la présence du journaliste.
donc journalistes masculins et féminins et leurs différences. On pouvait notamment noter la prédominance des hommes et que quand on pouvait avoir une femme dans une émission de ce type, eh bien, c'était soit une ancienne Miss, faisant référence par exemple à Téléfoot, ou en tout cas une femme qui était choisie non pas pour ses compétences sportives, mais pour plutôt son physique par exemple. Donc on est parti de ça et on est à la fois en EPS et à la fois dans d'autres domaines donc de la vie du collège. On a fait intervenir des élèves donc, sur ce sujet d'égalité garçon-fille, en passant par une déconstruction et pour aboutir finalement à l'idée que c'est dans finalement l'acceptation de la différence de chacun et en proposant des activités peut-être qui permettent à chacun, en fonction de sa sensibilité, soit un garçon ou une fille, qui permettent de s'investir, que l'on peut finalement aller vers une éducation et acquérir une culture commune, notamment par les activités physiques et sportives, une culture commune qui a pour fond finalement des valeurs qui correspondent donc, au respect de la différence de chacun, à l'acceptation que peut être différent. Voilà. Merci pour votre témoignage. Je vais maintenant passer la parole à... Si je peux me permettre, simplement, IDD, c'est un langage un peu professionnel, itinéraire de découverte. Je vais donc passer la parole à Madame Emmanuelle Cartigny-Topin, trésorière du club de judo, du club de Nangy. Alors, comment intéresser les jeunes pratiquantes à la vie du club? Et puis l'autre aspect de cette question, à ces instances dirigeantes. Oui, bien écoutez, bonsoir. Déjà, dans un premier temps, je souhaiterais remercier l'invitation qui nous a été faite en tant qu'association sportive civile, parce que jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé des clubs, etc., mais pas forcément des associations sportives civiles. Voilà. En plus, le judo club de Nangy, bien évidemment, comme son nom l'indique, fait partie de la zone plutôt rurale, donc on est relativement content d'être présent pour représenter aussi toutes les associations sportives rurales de Seine-et-Marne. Alors comment vous répondre à votre question? Peut-être une première présentation déjà un petit peu du club. Donc le club, c'est 252 licenciés à ce jour, répartis en fait sur 3 dojos différents, Nangy, La Chapelle-Rabelais et Villeneuve-les-Bordes, puisque à un moment donné se posait la question effectivement de la ruralité, du transport, notamment des jeunes filles. Et pour essayer de répondre à cette question de l'accessibilité, il nous est apparu assez important de pouvoir être au plus près en fait des licenciés, voire même éventuellement des jeunes filles. Donc on a eu des démarches vis-à-vis aussi des villes qui pouvaient éventuellement nous accueillir, nous prêter les infrastructures nécessaires pour pouvoir mettre en place des créneaux horaires qui permettaient effectivement l'accueil de nouveaux licenciés et de jeunes filles. Alors le judo club de Nangy, en fait, dont je fais partie maintenant, a un renouvellement de ses dirigeants, puisqu'il y a 3 ans, en fait, toute l'équipe du judo club a démissionné, et donc il y a eu un appel très fort à l'ensemble des licenciés, mais aussi du coup par l'intermédiaire des licenciés aux parents de ces licenciés, pour faire en sorte que le judo club quelque part ne s'éteint pas. Et donc à ce moment-là, il y a 3 ans, une nouvelle équipe s'est créée, de 14 personnes environ, et au sein de ce judo club, au sein de ce bureau, sont arrivées 7 femmes, voilà, à la question des dirigeants. Et à partir de là, on a essayé de mettre en place, si vous voulez, des objectifs pour nous permettre effectivement de développer le nombre de licenciés et la prise de fonction au sein du club. Votre expérience permet aujourd'hui d'avancer encore plus dans la vie de la dynamique du club. Est-ce que vous pensez que cette mixité et la place des femmes a apporté quelque chose de bien particulier? Alors il y a 3 ans, quand on a fait le constat du nombre de répartitions de femmes et d'hommes, on était à peu près à 22% de licenciés féminines. Donc quand on regarde un peu toutes les statistiques qui nous ont été données jusqu'à maintenant, on est plutôt sur un 35-40%.
Donc globalement, on a effectivement quand même un certain nombre de licenciés féminines, mais on avait une marge de progression très clairement qu'on pouvait mettre en place et, voilà, par l'intermédiaire d'actions. Aujourd'hui, au bout de 3 ans, on est à 25%. Alors comment est-ce qu'on a pu faire en sorte d'avoir ces 25%? La première chose qu'on a travaillé, c'est la communication, tout ce qui est communication interne, ça c'est très important. Avoir toujours une présence féminine, que ce soit par l'intermédiaire d'une licenciée, par l'intermédiaire de représentants de parents, etc., de manière à renvoyer l'image que le judo, c'est pas exclusivement masculin, qu'il y a aussi une certaine mixité possible. On a mis en place aussi au cours de ces 3 années des manifestations, toujours dans le cadre de la communication, des manifestations où on a fait en sorte d'avoir ce qu'on a appelé les galas féminins, la mise en place en fait de katas féminins, de manière à montrer les pratiques sportives qui n'étaient pas que exclusivement masculines. Voilà, déjà ce genre de manifestation. Ensuite, il y a un travail aussi très important qui est lié à, j'ai envie de dire, le langage. On a parlé beaucoup des images, des jouets, des représentations, de ce genre de choses, mais ça passe aussi par la communication et notamment par la dénomination des choses. Ce qui n'existe pas, ce qui n'est pas nommé en fait dans la langue, quelque part, n'existe pas. Donc, il faut féminiser un entraîneur, une entraîneur si vous ne voulez pas dire une entraîneuse, un arbitre, une arbitre, etc., etc. Voilà, un licencié, une licenciée. Il y a toujours une façon de nommer la chose de manière féminine. Donc, c'est aussi par là, par le langage, qu'on reconnaît la place des femmes, la place des jeunes filles au sein du club. Voilà, je passe. Merci beaucoup. Oui. Madame Marie Richard, lutter contre les stéréotypes, changer les pratiques. La formation continue des enseignants est un véritable enjeu. Quelles actions concertées pourraient être mises en place? Je pense que vous allez nous donner toutes les solutions. Je ne pense pas, parce que je pense que ce colloque, je trouve tout à fait passionnant, qui amène à, je crois, à réinterroger ses pratiques, ses postures et ses visions, pose des questions, mais je ne suis pas sûre qu'on ait toutes les solutions. Et je pense qu'il y a un échantillon, enfin un éventail de solutions peut-être à trouver. Je vais essayer d'en donner quelques-unes. Sur les stéréotypes, les discussions de départ, pour moi, elles me conduisent peut-être à rappeler que le ministère des Sports, c'est sans doute le ministère qui a eu le plus de ministres femmes. Alors, Edwige Javis, Marie-Georges Buffet, Michel Alliot-Marie, Frédéric Bredin, Ramayad, Valérie Fournéron. Et pourtant, on a bien dit qu'il y avait très peu de dirigeantes sportives, ce qui a priori voudrait dire que le sport est un lieu de pouvoir. Alors comment interpréter le fait qu'il y ait beaucoup de ministres femmes? Alors je crois qu'il suffit de le mettre en regard aussi de certains propos, et même de ceux d'une candidate à la présidentielle qui considérait que devenir ministre des Sports aurait été un lot de consolation. Quand des femmes sont ministres des Sports, on a tendance à dire que c'est parce que c'est un ministère qui a peu d'importance. C'est pas un grand ministère. Et je trouve que c'est intéressant par rapport à nos réflexions, parce que à la réflexion comment donner plus de droits aux femmes, pas tous les droits, on a aussi le problème du positionnement du sport dans notre vie politique. Alors semble-t-il, messieurs les dirigeants ont peut-être mieux compris que certains politiques ce qu'il en était des enjeux et de la réalité du pouvoir, parce que j'aimerais continuer en disant qu'un autre moment ou un autre espace muet par rapport au sport, c'est celui des campagnes politiques, à tous les niveaux. Que ce soit les présidentielles, que ce soit des élections de grandes collectivités, conseil régional, conseil général, que ce soit les élections municipales, et elles sont prochaines, regardez les programmes, il y a peu de place faite au sport, et pourtant, le sport, je peux vous dire qu'en termes d'investissement et de fonctionnement, ça coûte très cher. Et je ne parle pas des candidatures au JO. Donc, à mon sens, une des premières solutions pour, je dirais, rétablir ou établir
l'égalité des droits, c'est que toute la société puisse se saisir de cette problématique sportive, de ce problème de la place du sport dans la société, de la place du sport dans les choix et les arbitrages qui sont faits par les décideurs politiques. Et ça ne se fera qu'au moment où ce sera un sujet, on va dire, d'arbitrage de l'électeur, du citoyen électeur, et que ça sera, on va dire, un objet de pleine citoyenneté. À mon avis, le sport ne l'est pas encore complètement. Mais je peux vous assurer que lorsqu'une femme électrice aura à réfléchir sur la place du sport, sur ce qui est offert à ses enfants, sur la possibilité des horaires, des équipements concomitants, on va dire des vestiaires, de l'ouverture d'accès des piscines, je pense que ça va changer déjà la place du sport et que ça va peut-être aussi donner envie à plus de femmes de s'en saisir, on va dire, à un niveau politique. Alors il y a beaucoup de femmes adjointes au sport aussi dans les municipalités, et puisqu'on n'est pas très loin de prochaines élections municipales, je dirais déjà pour ma part, j'espère que cela va être un grand sujet. Alors sur l'éducation, là aussi je trouve que la place du sport, on va dire d'éducation physique, elle est pas complètement, elle reste un peu ambiguë. Pourquoi? Alors le sport est une discipline, on va dire scolaire à part entière, surtout dans le secondaire, pas de problème, c'est le principe. Mais pourtant, on remarquera que les équipements sportifs ne font pas partie des équipements que les collectivités ou, on va dire, les collectivités ou l'État doivent forcément intégralement mettre à disposition. Là, on trouve des formes, on va dire, d'accommodement ou de partage avec des subventionnements partagés. Et là encore, je pense que le regard des parents, et je pense particulièrement au regard des parents de jeunes filles, est peut-être tend à considérer que c'est facultatif et que, après tout, si ma fille ne réussit pas dans cette matière, c'est peut-être pas si grave que cela. S'il y a un mot d'excuse à faire, c'est peut-être pas si grave que cela. Et je pense que le début, on va dire, des discriminations, il se fait là. Et ce qui est très ennuyeux, c'est que les inégalités sociales se cumulent avec les inégalités d'accès aux droits, d'accès au sport pour les filles. Ça, on le voit très bien. On a toute une série, je crois, les statistiques sont très riches et on pourrait y ajouter celle de l'Institut régional de développement du sport. Quand j'étais vice-présidente, j'avais demandé à ce qu'on établisse des statistiques sur les pratiques sportives des franciliennes et elles peuvent être consultées. Maintenant, elles sont mises à jour. Il y a un échantillon assez significatif. Mais on s'aperçoit que c'est en lycée professionnel que les jeunes filles ont le moins envie de faire du sport. Si on leur demande est-ce que vous voulez continuer à faire du sport, si c'était facultatif, ce sont elles qui ont le moins envie de continuer. Et on s'aperçoit aussi que lorsque les parents font du sport, et à un moment donné, quand les parents faisaient du sport, c'était aussi associé, on va dire, à une certaine aisance. Là où les parents font du sport, les jeunes filles font du sport. Les garçons, bien sûr, mais les jeunes filles aussi. Donc on voit bien qu'il y a une série de cumuls qui s'additionnent. Et donc pour ma part, je dirais il faut aussi le prendre un peu comme les problèmes d'orientation vers les matières scientifiques. C'est pas vraiment différent. Il y a je crois que tout a été excellemment dit dans les stéréotypes. Comment est-ce que dans les représentations, on écarte certaines jeunes filles, on leur donne pas l'envie, on leur donne pas la possibilité de se projeter, c'est tout à fait évident. Et donc j'en terminerai pour dire qu'aujourd'hui on a une formidable occasion, je dirais un formidable levier pour transformer tout cela et dès le plus jeune âge, parce qu'on sait que c'est dès le plus jeune âge que cela se joue. Les sportives, l'accès aux droits, les dirigeantes, ce sont celles qui ont eu accès à des clubs très jeunes, et là on ne peut que saluer l'UNSS et le club scolaire, c'est l'aménagement du rythme de vie des enfants. Parce que l'aménagement du rythme de vie des enfants va rendre obligatoire des politiques territoriales éducatives. Et dans ces politiques territoriales éducatives, le sport a une grande place à prendre. Et je pense que c'est, on va dire, dans la négociation, dans l'analyse qui est nécessaire à l'élaboration de ces projets, que l'on va pouvoir à la fois avoir des vraies stratégies de territoire, des vraies appropriations des problématiques, des concertations, et aussi donner la chance, à travers
le temps supplémentaire qui va être donné à ces activités à toutes et à tous, je dirais, d'entrer dans le monde du sport très tôt, et en terminant en disant que bien sûr c'est un droit, et c'est un droit qui appelle de la tolérance, c'est un espace de laïcité. Quand on parle de stéréotypes, vous en avez évoqué certains, et il y en a certains dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, mais qui sont assez terrifiants, qui conduiraient à écarter les jeunes filles du domaine du sport. Et on sait que là aussi, c'est lié à des inégalités sociales. Et je pense qu'on en a parlé d'espace de citoyenneté, on peut aussi parler d'espace de laïcité pour le sport. Je vous remercie. J'ai la maîtresse du temps qui me fait des grands signes. Oui, donc nous allons libérer. Oui, mais vous allez revenir, mesdames, parce que du coup, on va peut-être appeler la deuxième table ronde et ensuite avoir des questions générales plutôt que de séparer les choses. Je pense qu'on gagnera un peu de temps. Il sera plus facile. Donc, mesdames, vous ne vous éloignez pas trop. Pour la deuxième table ronde, les freins et leviers concernant l'organisation. Je demande à Frédéric Jossinet de venir, qui va animer la soirée. Frédéric Jossinet, je pense qu'on ne la présente plus vraiment, mais on va quand même la présenter. Judocate émérite, parlé de titres nationaux, internationaux et même vice-championne olympique en 2004. Depuis diplômée de l'ESSEC, consultante à la télévision, elle nous a fait vibrer l'été dernier pendant les Jeux olympiques de Londres. Bonsoir à tous et à toutes. Alors oui, nous avons vu dans une première table ronde les grands stéréotypes que malheureusement nous rencontrons depuis longtemps et encore aujourd'hui. Nous allons passer maintenant aux freins et leviers concernant l'organisation au niveau des horaires, de la garde d'enfants, des effectifs de club, des coûts. En ce qui concerne la pratique du sport de haut niveau féminin, mais aussi sur la responsabilité des pratiquants et de l'organisation pour notamment une présidente de club. Et en parallèle, dans une dernière partie, les contraintes d'organisation pour une femme responsable, élue, et pourquoi pas chef d'entreprise. Alors, comment faciliter, au-delà de la formation et de la lutte contre les stéréotypes, l'accès des femmes à la pratique sportive et à la prise de responsabilité? Quels sont les freins identifiés? Quels outils concrets peuvent être utilisés? Y a-t-il des considérations spécifiques au sport à prendre en compte? Ou retrouve-t-on les mêmes freins et leviers dans les autres pans de la société? Égalité professionnelle, parité en politique, direction d'entreprise. Je vais donc donner la parole à notre grand témoin de soirée, Aya Sissoko. Alors Aya, tu as passé un certain nombre d'années à plus haut niveau. La grande question, c'est comment concilier sa vie de sportive au début de ta pratique, jusqu'à la pratique à plus haut niveau, avec le développement d'un projet professionnel à long terme, une vie professionnelle de femme, future mère, et aussi des contraintes financières. Alors c'est vrai que dans le sport de haut niveau, et notamment le ministère, demande aux fédérations, par le biais des conventions d'objectifs, de mener à bien et de proposer un double projet pour les athlètes. Nous, en tant que femmes, j'ai bien l'impression qu'on est dans un triple projet. Donc on l'a vu, s'entraîner à plus haut niveau, évidemment tout ce qui est côté scolaire, universitaire et vie professionnelle, et aussi en tant que femme et maman. Alors de toute façon, c'est une évidence que ce que je vais vous dire, c'est très difficile de concilier effectivement ces trois vies. Donc plutôt parler dans qu'est-ce qui a été mis en place justement pour faciliter mon épanouissement professionnel et personnel en dehors du sport. Je dois vous dire que pour ce qui est de la boxe française et de la boxe anglaise, donc les sports que j'ai pratiqués, pas grand-chose. À vrai dire,
la question en tout cas s'est posée plus concrètement lorsque je faisais de la boxe anglaise. Mais ce sont des structures de toute façon qui communiquent très peu justement sur les choses qui sont accessibles aux sportifs quand ils pratiquent, quand ils sont sportifs de haut niveau. Moi, je me souviens, à l'âge de 28 ans, donc après 10 ans de pratique de sport à haut niveau, lorsque j'ai demandé donc, à ma fédération la possibilité de faire un bilan de compétences, parce que je venais de me blesser, que je me doutais, même si effectivement les choses n'étaient pas officialisées, que je devrais mettre un terme à ma carrière, on m'a dit, on n'a pas le budget pour. Je me suis dit, bon, juste après un titre de championne de France, championne d'Europe, championne du monde, je pense que la moindre des choses aurait été en tout cas de m'allouer, je ne disais en plus, je demandais juste à ce que la fédération participe, je ne demandais même pas à ce qu'elle prenne en totalité, le coût en tout cas de ce bilan de compétences. Enfin bon, de toute façon, il y a aussi une réalité qu'on ne peut pas nier, concernant le sport de haut niveau, c'est que les fédérations, les entraîneurs ont tout intérêt à ce que le sportif soit concentré sur la performance. Donc ça, c'est une réalité, qu'on le veuille ou non. Un sportif n'a pas intérêt à se disperser, à penser à son après-carrière. Seule la performance prime. Donc, de toute façon, pour résumer, effectivement, je n'ai jamais eu à compter, je n'ai jamais eu d'aide, et que c'était celle qui montrait justement au fait que j'ai performé. Par contre, j'ai dû mener une vie professionnelle en parallèle. Voilà, comment effectivement je finançais ma pratique sportive. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, j'ai décidé à l'âge de 20 ans, après mon premier titre de championne du monde en boxe française, de faire un cursus scolaire, donc un bac+2, un BTS, donc ce qui m'a permis effectivement d'intégrer très vite le milieu professionnel et de travailler aussi très vite et d'être autonome financièrement. Donc j'ai repris effectivement la boxe 1 an et demi, 2 ans après. Donc j'ai repris la compétition, donc ça marchait très très bien pour moi. Donc une fois effectivement que j'ai mis un terme définitif à ma carrière, de toute façon il était programmé, il était clair pour moi que j'allais continuer mes études, que j'allais reprendre mes études. Et là, une fois de plus, c'est grâce à l'aide d'acteurs privés que j'ai pu reprendre donc des études dans des conditions, de très bonnes conditions, puisque grâce au partenariat entre l'IEP, Sciences Po Paris, et la Fondation Lagardère, qui ont financé mes études, j'ai pu étudier dans de bonnes conditions. Et effectivement, je ne parle pas aussi de l'aspect vie personnelle, parce que bien sûr, faire du sport de haut niveau, c'est un sacerdoce. Ça suppose effectivement que on ne sort pas forcément le soir, le week-end idem, que la famille est mise de côté, que la vie de femme est aussi mise de côté. Donc ce qui suppose effectivement que construire une famille, ça demande en tout cas ce que ce soit réglé, voilà, ça ne se fait pas à n'importe quel moment. D'où l'importance peut-être du rôle de l'entourage, que ce soit familial, des proches. Effectivement, moi c'est vrai que j'interviens souvent dans les établissements scolaires. Et je rappelle avec force aux différents, au public très jeune que j'ai en face de moi, surtout ne négligez pas donc la formation scolaire. Je veux dire, vous n'êtes pas, de toute façon tout le monde n'est pas champion. Vous n'êtes pas à l'abri d'une blessure qui mette un terme à votre carrière. Une carrière de sportif de toute façon est très très courte. Généralement, c'est 10 ans, entre 20, 30 voire 35 ans. Et après ça, il faut se reconvertir et il faut souvent compter que ce soit surtout lorsqu'on est une femme. C'est bien de le notifier. Est-ce que pour toi, il y aurait des... Parce que là, on va plus parler finalement d'accompagnement, même en ce qui concerne la reconversion. Est-ce que toi, tu aurais des idées ou en tout cas certains moyens d'accompagnement en plus, j'allais dire particulièrement pour les femmes et pour des femmes sportives de haut niveau en reconversion? L'accompagnement, de toute façon, c'est déjà un accès à l'information. Je veux dire, un gamin, un ado, quand il rentre dans une structure étatique, etc.,
déjà, il faut lui dire, effectivement, si tu... je veux dire, la permanence de ta présence au sein de la structure est assujettie au fait que, effectivement, tu poursuives des études. Ou en tout cas, que tu sortes avec une formation minimum, en tout cas, que tu aies une formation minimum. Après, effectivement, moi, il y a un autre aspect qui me dérange énormément concernant la circulation des informations entre les fédérations et justement des institutions comme le ministère. Je ne comprends pas pourquoi c'est à la fédération de transmettre les informations quant à la reconversion du sportif. Je veux dire, par exemple, je sais que dernièrement, le taux de reconversion a été calculé sur la base des informations qui avaient été transmises par les différentes fédérations. Moi, je veux dire, je ne sais pas comment la fédération a pu transmettre des informations me concernant, alors que le questionnaire n'est jamais passé par moi. Et qu'elle, en l'occurrence, elle n'est pas du tout au courant de ce qu'était ma vie à un moment N. D'accord. Malheureusement, je crois que ça ne concerne pas que ta fédération. Moi, je parle de ma fédération, mais je ne me prononce pas pour les autres. Moi, je me prononce. Très bien, merci Aya. Nous allons maintenant passer la parole à Madame Véronique Floquin, présidente du basket de Volpénil. Responsabiliser les pratiquantes et organiser la garde des enfants. Est-ce que vous pouvez nous parler des chèques emploi services associatifs? Oui, donc quand j'ai pris la présidence du club de Volpénil, à l'élection, nous nous sommes retrouvés sur les 6 membres de bureau, 4 femmes, et sur les 14... Pardon, c'est la première fois, je suis désolée, je suis un peu intimidée. Donc, sur la présidence de Volpénil, nous nous sommes retrouvés au bureau à 6 femmes, et le temps de garde de leurs enfants, puisque nos enfants étaient jeunes, il a fallu adapter les temps de réunion. Donc soit je me rendais chez elles individuellement, à l'heure actuelle encore, soit nous faisions des réunions assez tôt en début de soirée et nous organisions la garde. Donc soit les ados du club gardaient des enfants à partir de 10-11 ans et les occupaient à jouer au basket en attendant, soit c'était des petits de 3, 4 et moins. Et là, nous avons développé le chèque emploi associatif qui nous permettait de rémunérer des personnes. Alors là, ce ne sont pas des enfants du club qui les gardaient, bien sûr. Et les jeunes que l'on prenait pour garder les jeunes enfants dans les gymnases, sans leur dire au départ, on les récompensait en fin de saison. Donc c'est comme ça qu'on a développé la possibilité aux femmes de se joindre au bureau du club de basket Volpénil. À la base. D'accord. Je crois que vous avez aussi développé, vous êtes en train de penser à développer une pratique spécifique mère-enfant. Alors ça, en pratique, oui. Alors, à chaque vacances scolaires, avant chaque vacances scolaires, le vendredi, il y a un temps réservé aux enfants et à leur maman pour que tout le monde se retrouve et qu'ils passent un bon moment ensemble et recréer des liens entre les enfants, les parents. Et évidemment, moi, je fais un peu de relations publiques et je capte quelques femmes pendant ces séances. D'accord. Est-ce que le fait d'être une présidente au sein d'un club et d'une association, ça permet aussi de penser différemment au sein d'un club et de créer certains changements au sein de la structure? C'est sûr, parce que il y a 10 ans, donc on m'a demandé de postuler à la présidence du club de Volpénil, donc j'ai dit oui, ça m'intéressait, et le trésorier et toute l'équipe dirigeante étaient des hommes. Et au bout de 2 mois, le trésorier m'a demandé de ne plus adresser la parole à qui que ce soit, à quelque adhérent que ce soit dans le club. Donc s'en est suivi
quelques échanges de mots. Il m'a présenté sa démission, je l'ai acceptée bien sûr, et ça m'a permis effectivement de reconstruire toute l'équipe dirigeante avec des femmes, et on a une vision peut-être un peu plus, peut-être affective parce qu'on est des femmes, et on n'a pas les mêmes objectifs, je pense, que les hommes, pas dans une généralité bien sûr. Et j'imagine du coup que ça a eu aussi un impact fort sur l'organisation du club peut-être, pas seulement au niveau des horaires, mais peut-être vraiment, en tout cas penser différemment. Penser différemment, oui, parce que il y a 10 ans, aucune équipe féminine ne faisait partie du club de Volpénil en basket. Et à ce jour, nous avons 9 équipes masculines et 8 équipes féminines en compétition dans le département. Donc évidemment, j'ai accès, vraisemblablement parce que je suis une femme, le sport féminin dans le club. D'accord, basket féminin au sein du club. Ouais. Est-ce que ça a été une priorité quand vous êtes arrivée ou c'est venu naturellement? Une priorité cachée, oui. Je ne l'ai pas dit. Ça a bien marché. Et ça a marché. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Nous allons maintenant passer la parole à Madame Le Temple, Marilyn Pichery. Bonsoir. Aujourd'hui, quel parallèle faire entre les contraintes d'organisation d'une femme responsable, comme vous, ou une femme présidente d'association, de club sportif, une femme en tout cas en travaillant en horaire décalé, sur un temps de vie différent, avec des horaires décalés, comment concilier finalement la vie privée, la vie de femme et la vie d'élu. Alors tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a vraiment un parallèle important entre ce que vit le monde sportif en termes de parité et ce que vit le monde politique en termes de parité aussi. Parce que tout à l'heure, on parlait des femmes qui sont dans les bureaux, mais qui n'accèdent pas forcément au comité directeur divers. Un petit peu pareil en politique, c'est pas Marie Richard qui me contredira, c'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de femmes conseillères municipales, forcément, il y a la parité. Beaucoup de femmes maires adjointes, forcément, parce qu'il y a la parité. Beaucoup de femmes maires adjointes chargées du scolaire, chargées du social, la petite enfance, bien sûr aussi. Des femmes maires, il y en a déjà beaucoup moins. Par exemple, sur la ville nouvelle de Sénart, il y a 8 maires et une seule femme. Et encore, je suis arrivée en milieu de mandat, parce qu'avant, c'était 8 hommes. 8 hommes, pardon. Et donc, si vous voulez, quand on est dans une réunion, on est la seule femme entourée de 7 hommes, c'est bien, très agréable, surtout pour moi d'ailleurs, certainement, mais je trouve que les méthodes de pensée ne sont pas les mêmes. C'est intéressant que les choses soient complémentaires, parce que souvent, je trouve que les élus politiques hommes ont en tête plein de grands projets, extrêmement intéressants, mais parfois, ces grands projets ne méritent pas toute l'attention qui y est portée, parce que ça se fait au détriment du quotidien d'une ville, au détriment de la politique locale de la ville. Et on revient complètement dans le sujet du sport et sur les modalités de garde d'enfants. Effectivement, quand vous parliez d'horaire décalé, quand on est élu, on est peut-être pour certains décalé, mais en horaire décalé, ça c'est sûr et certain. Alors on a souvent des réunions le soir, pour repartir le soir à 8h, 8h30, jusqu'à parfois 11h. Et la difficulté, c'est de se dire comment on fait avec les enfants. Alors, je me souviens, moi, souvent de mes collègues hommes, alors ça a un peu évolué, je dirais que sur sa vie étant, ça a un peu évolué, c'est peut-être le fait que le maire soit une femme, parce que finalement, je trouve que moi, je suis entourée d'hommes qui se plient, je dirais pas à mes volontés, mais qui ont compris que le fonctionnement, il peut évoluer aussi. Et notamment, c'est important aussi pour les jeunes femmes qui entrent en politique. Parce que quand on a des grands-enfants, je dirais qu'ils peuvent se garder plus facilement tout seuls, mais que fait une femme?
y compris lorsqu'elle est en famille monoparentale, parce qu'il y a aussi des élus qui sont dans cette situation. Et c'est la même chose pour les responsables de clubs, pour faire garder leurs enfants. S'il faut payer, c'est compliqué. Encore faut-il trouver des gens. Alors, ce qui peut fonctionner peut-être, on y a pensé, je regarde mon maire adjoint chargé des sports qui m'a accompagné ce soir, on y a pensé dans le cadre de systèmes de réseau d'échange aussi, qu'on peut peut-être mettre en place. C'est-à-dire avec le lien intergénérationnel, personnes plus âgées qui peuvent éventuellement garder des enfants, aider à la carte d'enfant. Parce que, on en parlait tout à l'heure quand on a préparé la table ronde, on disait que c'était vraiment un frein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, là où un homme ne doit pas faire de choix, une femme est obligée d'en faire. Et le choix, il se fait entre la vie privée et la vie professionnelle ou politique. Et c'est particulièrement injuste quand même. Parce que les deux aspects de réflexion sont complémentaires. Et c'est la même chose au niveau du sport. On disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on voit très peu de directeurs, directrices techniques nationales, quels que soient les sports. Les journalistes sportifs, c'est quand même plutôt des hommes. Le sport féminin à la télévision, pas tellement représenté. Et une femme en politique, je me souviendrai toujours, et pourtant moi je vois ma présence en tant que père à un homme qui lui a accepté de jouer le jeu, en se disant je pense qu'une femme, c'est bien qu'elle me remplace. Et je trouve que c'est plutôt particulièrement louable. Vous savez, souvent on dit, il faut que la société elle évolue vraiment, parce que en politique, quand une femme, que ce soit à l'Assemblée ou n'importe où ailleurs, même dans une réunion, lorsqu'elle hausse le ton, on va dire qu'elle est énervée, peut-être presque à la limite hystérique. Un homme qui va hausser le ton va dire mais il a du charisme. Donc c'est vraiment, c'est repenser, et pourtant je ne suis pas du tout féministe particulièrement plus que d'autres, mais je crois que c'est la pensée qu'il faut replacer, la pensée de la place de la femme de la société, quel que soit le niveau de toute façon. Là on parle de la politique et du sport, mais on pourrait dire la même chose, on l'a dit tout à l'heure, ça a été dit par une des intervenantes, au niveau aussi des entreprises. C'est la même chose, les femmes au niveau des entreprises. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé ma carrière, on m'a pas recrutée parce que je venais de me marier à cette époque-là. Et dans la tête, la réflexion qui s'est faite, c'est oui, mais elle est assez jeune, elle vient de se marier, donc elle va avoir des enfants. Donc on la recrute pas. Mais alors, on fait quoi? Enfin, je veux dire, ça pose un vrai problème. Moi, je crois que c'est pas les uns contre les autres, c'est les uns avec les autres, c'est complémentaire. Mais il faut, c'est un peu le cas en politique aussi, il faut que les hommes laissent la place aussi aux femmes et considèrent qu'elles ont aussi le droit d'être mère, présidente de collectivité territoriale, ministre et d'autres choses de ce type-là, parce que, pourquoi pas plus tard, président de la République. Après, bon, ça dépend des personnalités, mais on a vu que les Français n'y étaient pas prêts. Parce qu'en politique, moi, il y a une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que les électeurs, ils ne font pas forcément, quand ils ne la connaissent pas, confiance à une femme. Il faut confiance à une femme quand ils la connaissent. Mais un homme, au départ, fera plus confiance. Alors que la compétence, elle est ni féminine ni masculine, c'est une question de personnalité. Il y a des femmes qui sont compétentes, il y a des hommes qui sont compétents, il y a des femmes incompétentes et il y a des hommes incompétents. Mais en fait, on fera plus une femme, il faut qu'elle fasse plus ses armes. Moi, je me souviens quand je suis arrivée, en plus en milieu de mandat, c'est pas une situation très facile. Je suis persuadée, je le sais très bien, que dans l'équipe municipale, il y en a qui doutaient en se disant oh là là. Et puis finalement, ça c'est, je ne peux pas dire, mais ça se passe plutôt pas mal, me semble-t-il. Et la confiance, il a fallu la gagner auprès de certains. Il faut que les femmes en fassent toujours un petit peu plus. Et ça, c'est particulièrement injuste parce qu'on doit partir au même niveau, quel que soit le domaine, au niveau du sport aussi. Et puis, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est aussi intéressant. Je vois à Savigny, on a 8000 licenciés. On a beaucoup de femmes aussi. Ce qui est bien, c'est que les femmes puissent être licenciées aussi dans des sports, entre guillemets, plus masculins. On a par exemple des jeunes filles qui font du foot à Savigny. Moi, je trouve ça bien. Parce qu'aussi par le sport, et dans nos vies de grandes banlieues où il y a beaucoup de jeunes, le sport, il instaure aussi des règles de vie, de respect, et peut-être qu'aussi la place de la femme dans la société, elle passe aussi par là. Moi, je crois vraiment aux vertus du sport. Je suis persuadée que dans le sport, on y puise certaines vertus pour après former les adultes de demain.
Et je crois qu'on avance. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. Il y a quand même des choses qui ont avancé. Mais on avance encore du chemin à faire. Et ça ne peut pas être que les femmes toutes seules, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est sûr. Aya, je crois que tu voulais réagir. Ah non, enfin, effectivement, j'adhère justement à votre discours lorsque vous dites qu'une femme doit en faire beaucoup plus justement pour pouvoir ne serait-ce se faire accepter au sein en politique vous concernant et puis me concernant en boxe. Moi, j'ai le souvenir quand je suis arrivée dans mon club de boxe anglaise, déjà j'étais la première femme à arriver. Il n'y avait aucune femme dans ce club de boxe anglaise. Et donc pendant plus d'un mois et demi, je n'ai eu le droit, on ne s'est pas occupé de moi. J'arrivais, je me changeais dans un espèce de réduit parce que les deux vestiaires femmes et hommes étaient occupés par des hommes. Donc je me changeais dans les toilettes. Et pendant un mois et demi, je me suis entraînée toute seule, j'ai serré les dents. Je me soumettais justement à l'entraînement qui était proposé à mes homologues masculins sans me plaindre, Et bon, au bout d'un moment, au bout d'un mois et demi, l'entraîneur s'est dit bon, ok, apparemment, elle en veut, donc je vais m'occuper d'elle. Mais effectivement, il y a tout de même, c'est vrai que cette injustice de traitement, entre hommes et femmes, où à chaque fois, il faut montrer qu'on n'est pas là pour minauder, on n'est pas là pour se faire la belle au milieu des garçons. Voilà, on a envie, quoi. En politique, c'est pareil. Hein. Il faut s'adapter à l'entraînement de nos homologues masculins. C'est un petit peu particulier, mais il le faut, parce que sinon, on reste toujours en queue de peloton. Et puis, moi, je crois qu'il faut un peu de tout pour faire un monde. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand même les mentalités évoluent. Qu'aujourd'hui, on a des femmes qui s'occupent des finances, qui s'occupent du budget, qui s'occupent de tout à fait autre chose. Moi, je vois dans la mairie, par exemple, où je suis, il y a plus de 50% des directeurs qui sont des femmes, avec des postes de responsabilité. La directrice générale des services adjoints, c'est une femme, d'admire très certainement. Et donc, en fait, ça progresse, mais c'est pas aussi simple. Les femmes qu'on voit progresser, ce sont des femmes autour de la quarantaine. Et c'est pas pour rien non plus, voire plus, c'est parce que les enfants sont déjà plus grands. Donc, c'est plus facile. Et ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est aider des plus jeunes, parce que quand on a 40 ans, on n'a pas forcément la même vision que quelqu'un qui a 25 ans de la vie aussi. Et ça, c'est très important. Et je trouve qu'il faut qu'on réfléchisse effectivement à des moyens de garde des plus petits enfants, parce que quand les enfants sont plus grands, c'est quand même un petit peu plus simple. Quand les enfants sont petits, il y a vraiment ce problème de garde. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, au bout du compte, que ce soit dans une carrière professionnelle, que ce soit dans le sport, parce que il y a aussi le problème de la grossesse, tout simplement, c'est imparable, on doit arrêter à un moment ou à un autre, ou que ce soit en politique, le fait d'avoir des petits-enfants est un blocage, ce qui fait que les femmes, c'est tard qu'elles arrivent ça peut être assez tard qu'elles arrivent, et c'est vraiment dommage, ou alors si elles arrivent tôt, parfois elles sont obligées de faire le choix de ne pas avoir d'enfants. Donc c'est pas juste non plus. L'homme aussi occupe ce rôle à part entière, c'est-à-dire s'occuper aussi des enfants afin que la femme puisse s'épanouir dans... Mais parce que une femme parce que dans notre société, c'est la place de la femme qu'il faut réfléchir. C'est entre les femmes et les hommes que ça se passe, parce qu'une femme qui ne s'occupe pas de ses enfants, qui ne s'occupe pas de ses enfants, qui ne garde pas ses enfants le soir, ou qui... un homme qui va partir le soir en réunion, par exemple, je pense à la politique, on va trouver ça, c'est bien, il est actif, il est dynamique, ou au sport, le soir, un entraînement, pareil. Mais une femme qui va pas rester avec ses enfants, éventuellement tous les soirs, elle va être soupçonnée de ne pas être une bonne mère. C'est la place, c'est une réflexion complètement sociétale qu'il faut reprendre. Mais là, ce soir, à mon avis, on est limité en termes de temps. Tout à fait. C'est vrai que c'est dommage et nous allons conclure sur tout ça. Oui.
Merci, c'est passionnant. On a des continuer contraintes des de heures, temps. mais Ouais, exactement. on a un petit peu des contraintes de temps. Avant de rappeler les personnes. L'entraîneur s'est dit bon ok, apparemment elle en veut, donc je vais m'occuper d'elle. Mais effectivement, il y a tout de même, c'est vrai que cette injustice de traitement entre hommes et femmes où à chaque fois il faut montrer qu'on n'est pas là pour minauder, on n'est pas là pour se faire la belle au milieu des garçons. Voilà, on a envie quoi. Si je puis dire, en politique, c'est pareil. Hein. Il faut s'adapter à l'entraînement de nos homologues masculins. C'est un petit peu particulier, mais il le faut, parce que sinon, on reste toujours en queue de peloton. Et puis, je crois qu'il faut un peu de tout pour faire un monde. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand même les mentalités évoluent. Qu'aujourd'hui, on a des femmes qui s'occupent des finances, qui s'occupent du budget, qui s'occupent de tout à fait autre chose. Moi, je vois dans la mairie, par exemple, où je suis, il y a plus de 50% des directeurs qui sont des femmes, avec des postes de responsabilité. La directrice générale des services adjoints, c'est une femme, d'avenir très certainement. Et donc, en fait, ça progresse, mais c'est pas aussi simple. Les femmes qu'on voit progresser, ce sont des femmes autour de la quarantaine. Et c'est pas pour rien non plus, voire plus, c'est parce que les enfants sont déjà plus grands. Donc, c'est plus facile. Et ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est aider des plus jeunes, parce que quand on a 40 ans, on n'a pas forcément la même vision que quelqu'un qui a 25 ans de la vie aussi. Et ça, c'est très important. Et je trouve qu'il faut qu'on réfléchisse effectivement à des moyens de garde des plus petits enfants, parce que quand les enfants sont plus grands, c'est quand même un petit peu plus simple. Quand les enfants sont petits, il y a vraiment ce problème de garde. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, au bout du compte, que ce soit dans une carrière professionnelle, que ce soit dans le sport, parce que il y a aussi le problème de la grossesse, hein, tout simplement, c'est imparable, hein, on doit arrêter à un moment ou à un autre, ou que ce soit en politique, le fait d'avoir des petits-enfants est un blocage, ce qui fait que les femmes, c'est tard qu'elles arrivent ça peut être assez tard qu'elles arrivent, et c'est vraiment dommage, ou alors si elles arrivent tôt, parfois elles sont obligées de faire le choix de ne pas avoir d'enfants. Donc c'est pas juste non plus. L'homme aussi occupe ce rôle à part entière, c'est-à-dire s'occuper aussi des enfants afin que la femme puisse s'épanouir dans... Mais parce que une femme parce que dans notre société, c'est la place de la femme qu'il faut réfléchir. C'est entre les femmes et les hommes que ça se passe. Parce qu'une femme qui ne s'occupe pas de ses enfants, enfin qui ne s'occupe pas des enfants, qui ne garde pas ses enfants le soir, ou qui... un homme qui va partir le soir en réunion, par exemple, je pense à la politique, on va trouver ça, alors c'est bien, il est actif, il est dynamique, ou au sport, le soir, un entraînement, pareil. Mais une femme qui apparaissait avec ses enfants, éventuellement tous les soirs, elle va être soupçonnée de ne pas être une bonne mère. C'est la place, c'est une réflexion complètement sociétale qu'il faut reprendre. Mais là, ce soir, à mon avis, on est limité en termes de temps. Tout à fait. C'est vrai que c'est dommage et nous allons conclure sur tout ça. Oui. Merci, c'est passionnant. On a des contraintes des heures, de temps. mais Ouais, exactement. on a un petit peu des contraintes de temps. Avant de rappeler les personnes de la première table ronde, que je ne renommerai pas, mais vous pouvez déjà vous préparer, je voudrais, et je vous prie de m'en excuser, Madame Florence Lefebvre, vous inviter à rejoindre également la scène avec les autres pour porter votre témoignage. Je vous avais un peu oublié sur ma petite fiche, mais je voudrais réparer ça. Madame Florence Lefebvre, secrétaire de l'association Brie Francilienne Triathlon, si vous voulez venir. Elle est partie. Bon, ok. Donc, pardon. Vous étiez loin. Voilà. Et également donc la table ronde numéro 1. Vous pouvez me dire comme ça, on va enchaîner derrière sur les questions-réponses. Veuillez m'excuser, madame. Bonsoir, je suis secrétaire du club de triathlon, la Brie Francilienne à Pont-au-Couteau. Donc je suis que secrétaire, évidemment, et la seule femme au club, et membre du bureau. Donc nous avons mené une action qui s'appelle les matinées féminines pour faire découvrir le triathlon aux femmes. Donc ce sont des matinées une fois par mois, avec le concours du comité départemental. J'ai la voix qui tremble, excusez-moi, l'émotion.
Nous invitons des femmes non licenciées à venir découvrir le triathlon. Donc il y a une partie terrestre où elles vont découvrir en général le VTT plutôt que le vélo de route dans un premier temps, la course à pied. Et le club de la Brie francilienne met aussi à disposition une ligne d'eau et une éducatrice pour les faire nager 1 heure tous les samedis matins, gracieusement. Voilà. Et c'est une action qui a été reconnue par le CDOS. Madame Leroy est venue nous récompenser. Voilà. Très bien. Donc sur ce témoignage intéressant, il aurait été dommage de le manquer, merci madame. Nous allons donc enchaîner avec ce qu'il nous reste de temps pour un question-réponse, c'est-à-dire que on a pu se rendre compte quand même que entre ces deux thèmes qui ont été bien identifiés, les passerelles sont immédiates et qu'on pouvait facilement passer de l'un à l'autre parce que l'un dépend de l'autre et inversement. Donc je vous invite à prendre le micro et ces dames, on a des dames, sont là pour vous répondre. D'accord. Le micro est derrière, donc si vous voulez lever la main pour les personnes qui souhaiteraient prendre la parole. Un candidat, Alain. C'est toujours le premier plus difficile. Oui, bonsoir, Alain Veller, président de l'UCEP de Seine-et-Marne. Je tenais à remercier Madame Barthélémy pour l'intervention qu'elle a faite au titre de l'UNSS, mais en y incluant bien naturellement l'UCEP. À ce propos, je rappelle quand même que UCEP, UNSS, en Seine-et-Marne, très précisément, c'est près de 40 000 licenciés. Ce qui veut dire tout simplement que c'est un formidable vivier dans lequel, passez-moi l'expression, on doit puiser effectivement toutes ces forces vives qui seront par la suite des dirigeants, ceux que l'on veut pour le sport de demain. Lors de sa dernière Assemblée Générale extraordinaire qui s'est déroulée en janvier, le comité directeur national de l'UCEP, par la voix de son président Jean-Michel Sautreau, a rappelé les projets de mandature pour la mandature effectivement 2012-2016 et en particulier en donnant un des axes forts qui est la prise de responsabilité des enfants dans le cadre des associations sportives. En ce qui concerne la pratique, il n'y a pas de problème à proprement parler, puisqu'on parlait tout à l'heure de mixité. L'école est mixte, bien évidemment, et dans le cadre du temps scolaire, je peux vous garantir qu'il suffit de venir voir les rencontres, par exemple, de rugby départemental pour voir à quel point toute la classe, tous les enfants, garçons comme filles, se donnent effectivement à leur activité. Et puis là, je change très rapidement de casquette et je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps en tant que l'un des vice-présidents du CDOS 77 pour rappeler, comme ça a été fait tout à l'heure, l'excellence du partenariat qui a été conduit entre l'UNSS d'une part, qui a été initiateur du projet concernant les jeunes dirigeants et qui a reçu de la part du CDOS et en particulier de son secteur formation un accueil très très favorable. Effectivement, en ce qui concerne l'accès de ces jeunes dirigeants, l'incitation est encore du côté des professeurs pour qu'effectivement il y ait davantage de jeunes filles, mais pour avoir participé au dernier comité départemental de l'UNSS et avoir vu et entendu les témoignages des deux jeunes filles qui étaient là, ces deux qui n'étaient pas les seules, mais elles étaient dans ce comité départemental, eh bien, je peux vous garantir qu'elles savaient de quoi elles parlaient, et c'était non seulement très encourageant, mais très riche pour l'avenir. Merci. Merci monsieur. C'est plus un témoignage qu'une question, donc, sauf si ça appelle un commentaire de nos intervenants. Autre question ? Bonsoir, je suis Madame Magnifico, maire adjointe chargée des sports à Volpénil. Donc moi, ce que je voulais savoir un peu, parce que, bon, comme l'a dit Madame le maire de Savigny, c'est très dur d'être en politique et d'être une femme. En plus, moi, je suis au sport, donc heureusement, j'ai quelques présidentes femmes, mais j'en ai très peu. Donc, c'est pas facile. Mais ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que vous entendez quand vous dites de faire des constructions qui soient aussi pour les féminines ? Parce que, je sais pas, moi, je vois au niveau sport, je vois pas ce que je peux rajouter de plus dans les gymnases. Madame la maire ? C'est
parlez des équipements sportifs? Oui. D'accord, des équipements sportifs. Non, c'était pas. Non, non. Table ronde nous a parlé qu'il y avait un problème d'équipement sportif par rapport aux féminines. Qui a dit ça? Attends. Non, qu'il y avait un souci, qu'il n'y avait pas assez de... Alors moi j'ai parlé effectivement d'équipements sportifs, parce qu'en fait dans les zones rurales, vous n'avez pas forcément des dojos dans toutes les communes. Nous on a 37 communes différentes concernant nos licenciés, et donc il fallait qu'on trouve effectivement, au-delà de Nangy, un lieu d'accueil pour mettre en place un dojo. Voilà. Mais ce n'était pas spécifiquement pour les féminines, c'était pour l'ensemble des licenciés. Après, effectivement, il se pose la question des vestiaires. Et ça, on en a un petit peu parlé. Il faut bien évidemment qu'on respecte aussi l'intimité des uns et des autres. Voilà. Ah oui, alors là, je vous repasse le micro. Oui, enfin bon, sinon il y a aussi une réalité tout de même dans beaucoup de salles municipales concernant la disponibilité de créneaux pour le sport féminin. Donc c'est aussi une réalité qui existe et qui est persistante. Oui, je vais même rajouter, même dans la pratique à haut niveau, quand je faisais du judo à l'INSEP, on avait, et on a toujours finalement une salle en commun avec les garçons. Et pour être très clair, les féminines et l'encadrement féminin attend les créneaux pour organiser sa planification annuelle. Et donc l'équipe d'encadrement se calque d'abord sur les créneaux pris par les garçons. Même à l'INSEP. Tout à fait. On montre l'exemple au haut niveau. Alors, je voulais juste faire une petite intervention. Donc, je suis Mourad Amoudi, je suis le président du club de futsal donc à Champs-sur-Marne. Alors, juste une petite chose concernant les créneaux. Donc, nous sommes un club qui existe depuis maintenant 17 ans. On a développé donc la pratique féminine depuis maintenant 3-4 ans. Alors, pour la petite histoire, on a ouvert une section baby futsal. Ma fille m'accompagnait dans les terrains. Et donc, à partir de là, on a créé donc une section pour les enfants, 3-4 ans, et ensuite elle a grandi, et puis est venue ensuite la section féminine pour les plus petites, qui fonctionne très bien. Alors, c'est pas ça le souci, je voulais parler des féminines adultes. Alors, on a parlé de communication, on a parlé d'ouverture des clubs, etc. Alors, je suis un président et je suis un président masculin. Alors j'espère que je ne vais pas me faire huer par 100% de l'assistance féminine. Non, mais on l'a un petit peu ressenti comme ça, un petit peu. Mais simplement pour vous dire que dans notre club, on a ouvert à plusieurs reprises des créneaux, on a dédié des créneaux pour les féminines, on a fait de la pub, on a fait beaucoup de choses. Et malheureusement, alors peut-être qu'on n'est pas très bon, mais on a essuyé un franc revers, d'accord ? Et donc voilà. Donc moi je m'attendais un petit peu à avoir des billes, des pistes pour on va dire pour s'améliorer, pour répondre à une attente. Et donc voilà. Donc en fait, pour résumer ma pensée, on a beaucoup communiqué, notamment cette année, pour ouvrir cette section féminine, donc adulte en futsal. On a eu des féminines qui sont venues au compte-gouttes. Elles sont restées 3-4 séances et parties. Alors, on n'a pas eu le fin mot de l'histoire. On n'a pas compris pourquoi ça prenait pas. Donc voilà. Donc, je pose la question. Bien qu'au niveau des plus petits et des plus jeunes, les moins de 16 ans, on a un groupe assez solide qui continue d'exister. C'est vrai que je réponds pas parce que c'est pas mon rôle, mais comme je suis dans le foot, effectivement, le sport en extérieur, c'est une chose, et le foot traditionnel, classique en extérieur, a souvent freiné, notamment des parents, pour l'accès à la pratique de leur petite fille, et qu'on est persuadé, nous à la Fédé, que
que par le biais du futsal, c'est une porte d'entrée. Donc, je suis assez surprise parce que d'autres exemples sont plutôt contraires. Mais bon, il y a sans doute des raisons. Mais effectivement, ce n'était pas des pratiquantes du tout. C'était vraiment vous adressiez aux non-licenciés à la base pour ouvrir votre section. On s'adressait à des non-licenciés. La section futsal féminine, on l'avait déjà montée une année, donc il y a de cela 2 ans. Elle avait tenu 1 an, ça s'était très bien passé. Simplement, les adultes s'entraînaient en même temps que les ados. Entre-temps, on a réussi à avoir d'autres créneaux, on a proposé d'autres choses, et puis bon, on n'a pas réussi à relancer une dynamique qui avait déjà existé. Et simplement pour également participer à la réflexion, on a déjà également donc au club lancé une action qui s'appelait donc des clichés au féminin. Donc en fait, c'était une action en 3 axes. La première consistait en fait à confronter les filles, notamment les moins de 16 ans, aux clichés souvent rencontrés dans la pratique de sports plutôt orientés, plutôt considérés comme masculins. Et dans ce sens, en fait, avec un groupe donc de féminines de notre club, on les a emmenées notamment en Belgique, rencontrer d'autres filles qui pratiquaient, elles, la boxe, la danse hip-hop, donc des sports qui sont connotés masculins. Le retour de tout ça était assez positif, et donc je voulais simplement faire partager. Madame, vous souhaitez intervenir? Juste pour vous répondre, toujours sur la base de mon expérience personnelle, pour toucher les femmes, de toute façon, faut qu'elles aient un exemple qui soit incarné, personnifié. Pour ma part, les filles ont commencé à venir à la boxe lorsque j'ai commencé à performer, et lorsqu'il y a eu cette visibilité. C'est-à-dire que quand je rentrais chez moi, avec une petite coupe à la main, les filles me voyaient, les mamans me voyaient, et à partir de là, les mamans ont décidé d'inscrire leurs filles à la salle de sport. Donc au final, au commencement, elles blâmaient ma mère de me laisser faire de la boxe, et puis 2-3 ans après, ce sont leurs propres filles qui venaient à la salle de boxe. Juste pour justement rebondir, il faut bien comprendre aussi dans vos actions que pour toucher un public féminin, mais surtout de jeunes filles, il faut toucher les mamans. C'est les parents et pas directement les jeunes filles. C'est les mamans qui emmènent souvent les jeunes filles au sport. Alors, juste la communication, comme vous avez dit, c'est pas que de la communication où on envoie juste des papiers, des tracts, etc. Je pense qu'il faut aussi ne pas hésiter à aller à la rencontre des personnes. Et en fait, nous, on est un club exclusivement aussi, on va dire, jeunes licenciés, puisque 70% ont moins de 18 ans. Et en fait, on a des démarches l'été pour aller, avec les centres de loisirs, faire des actions pour pouvoir être en contact directement avec les jeunes. Et donc, voilà, donc faut pas hésiter à sortir aussi de son infrastructure, si nécessaire. Oui, alors, juste pour répondre rapidement, alors sortir de l'infrastructure, on le fait. On a donc des partenariats avec les collèges, donc c'est pas le souci. Les mamans, c'est pareil. Donc, on a donc des féminines qui ont moins de 18 ans qui viennent, donc ça c'est pas un souci. On a voulu développer la pratique féminine adulte, senior, d'accord. Et là c'est autre chose. On n'est pas recroquevillé dans notre. C'est pas ce qu'on dit. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on essaye d'aller. Et le constat qu'on fait, c'est que au final, on a reçu des par à-coup, donc des inscriptions. Encore aujourd'hui, une femme m'a appelé pour s'inscrire au club. En tant que féminine adulte, et malheureusement, les filles, on en avait en début d'année, elles sont parties, et donc c'est un projet qu'on relance pour l'année prochaine. Voilà. Viendront dirigeante. Excusez-moi, moi c'est pas vraiment une question, c'est juste un petit témoignage. Je suis Catherine Moulinier, je suis présidente du comité départemental de vol libre de Seine-et-Marne. Donc, par rapport de vol libre. Donc, c'est parapente, kitesurf, deltaplane et cerf-volant.
Et je voudrais en particulier, ça répondra peut-être un petit peu à votre question de tout à l'heure, je voudrais en particulier remercier Madame Pichery pour ce que vous avez dit tout à l'heure. Je pense que vous avez vraiment mis le doigt sur quelque chose de tout à fait crucial, c'est-à-dire l'image qu'on a d'être en fait une mauvaise mère quand on s'absente souvent de chez soi. Et c'est vraiment, en fait, ça n'avait pas été dit, mais pour moi, c'est vraiment en filigrane de tout ce qui se passe ce soir. C'est que même si on est marié avec des maris très compréhensifs, sportifs, etc., il n'y a pas... Bon, moi, dans mon cas précis, pour en parler, je n'ai pas l'image d'être une mauvaise mère, mais je sais que les soirées que je passe, soit pour la pratique de mon sport, soit en tant que dirigeante de comité départemental, elles sont de toutes les façons considérées comme étant, si vous voulez, comptables, débitrices du couple et de la vie de famille. Donc elles sont un petit peu, bon ben voilà, c'est quand même à mon débit. Après, on a aussi, je pense, un petit problème particulier par rapport on pratique un sport pour se faire plaisir. Voilà, donc ça, on a peut-être un petit problème par rapport aussi à ça, c'est-à-dire c'est vraiment pour notre plaisir particulier. Et bon, s'absenter souvent dans la semaine, bah, ça peut être mal vécu. Et puis, donc on est obligé de faire des choix. Après, quand on doit être dirigeant, alors là, c'est plus du plaisir, c'est du vice. Hein. Et si vous voulez, il y a aussi le regard des enfants sur leur mère qui s'absente très souvent. Moi, je sais que je suis réclamée au foyer un petit peu plus, ma présence est un petit peu plus douloureuse, enfin, mon absence est plus douloureuse, vécue plus douloureusement que celle du père. Parce que j'ai des enfants qui sont, qui ont 9 ans, deux filles. Et si vous voulez, quand je m'absente, ben, voilà, ça c'est pas indolore et on me le fait remarquer. Voilà. Donc c'est tout. Merci beaucoup d'avoir mis le doigt sur cette chose-là qui est très importante. Non, moi, je ne vais pas poser une question, mais je vais faire un appel à candidature. Vous savez que tous les 4 ans, c'est le renouvellement du comité olympique, qu'il soit départemental, régional ou national. Nous sommes en pleine campagne de renouvellement du comité directeur. Dans chaque comité départemental va arriver à partir de demain l'appel à candidature. Alors mesdames, la porte est ouverte, on vous attend. Voilà. Merci David. On va se donner encore 2-3 questions. Je pense qu'après... Alors très rapide. Donc Toufi Kamdi, je suis le directeur du service des sports de la ville de Collégien. Et je participe aussi et invité dans un OMS, un office municipal des sports, où la représentation des femmes est majoritaire dans les élus. Et il édite depuis 4 ans un journal qui permet à la vie associative de s'exprimer. On sort deux journaux par an. Le dernier, les 2 derniers ont été sur la vie associative. On parle des réalités locales sur la vie associative. Et puis le tout dernier était sur l'accueil des handicapés, ou en tout cas du travail handisport au niveau de la ville. Et cette année, alors il a été décidé en juin dernier, il s'avère qu'après j'ai eu fait de cette table ronde, mais il a été décidé de mettre en place un journal sur la place des femmes au niveau local, sur le sport et sur, en général, c'est-à-dire le sport, c'est la pratique, c'est aussi la menée, mais c'est aussi effectivement la responsabilité dans la vie associative des femmes. Donc voilà, une forme de communication, parce on a parlé de la communication, mais on parle aussi de la place des élus, alors associatifs et municipales, et ça marche ensemble, sur aussi valoriser la place de ces femmes dans cette vie associative et dans la vie du sport. Voilà, c'était un petit témoignage. Merci à vous pour ces propos. J'ai promis à mesdames là-bas. Enfin, je ne sais pas si vous avez des réactions, peut-être, non voilà. Parce qu'on peut laisser les gens s'exprimer. On va beaucoup parler. Isabelle Gautron, je suis DTN de la Fédération française de cyclisme. Donc très certainement, vous avez 50% des femmes et DTN dans la salle. Tout ce qui a été dit ici était vraiment très intéressant et malheureusement, depuis 15 ans, on entend les mêmes choses.
Par contre, il y a un aspect qui n'a pas été abordé lors de cette soirée, c'est l'encadrement. Aucune personne ici présente n'a parlé de l'encadrement des femmes, des équipes hommes ou dames, on peut dire aussi, hein, au sein de leur club. Alors, est-ce que c'est un sujet tabou de parler de l'encadrement au féminin ou est-ce qu'il n'y a pas de problème? Par d'encadrement technique? Technique, hein, je parle, hein, technique. Hein. Qui entraîneur, moniteur, éducateur? Oui, très bien. Madame Barbet. Bonjour tout d'abord, Madame Gautron, et je vous remercie pour le petit mot que vous m'avez fait passer concernant le livre sur justement les entraîneurs. Et ben, l'encadrement technique au féminin, là on touche à des fonctions qui ont trait directement à la production de la performance sportive. Donc, plus on va vers le haut niveau, c'est des fonctions qui sont très valorisantes socialement. Hein. On passe à la télé, c'est une question de qui va être sur le terrain, qui va faire ci, qui va faire ça. Donc ça, ce sont des fonctions qui, pour le moment, en tout cas, sont effectivement exclusivement réservées aux hommes. Quand il y a des femmes entraîneurs, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques femmes entraîneurs, et quand elles entraînent malheureusement uniquement des hommes, bien souvent. Quand on leur pose la question, j'aurais posé la question aux quelques femmes qui entraînent au haut niveau, très haut niveau, si on vous proposait d'entraîner des hommes, qu'est-ce que vous diriez? Alors, la première m'a dit, non, catégorique, elle me dit ça n'arrivera jamais. La deuxième m'a dit, ah bah oui, pourquoi pas. Mais j'étais un peu plus loin dans la question, c'était à des niveaux de compétition très inférieurs à celui auquel elle entraînait, c'est-à-dire la première division. Donc il y a à la fois, mais tout ça sont des non-dits, c'est le fameux plafond de verre. Hein. Il y a trois fonctions dans le haut niveau, c'est les entraîneurs, directeurs sportifs et présidents. Ce sont trois fonctions qui semblent être encore aujourd'hui, en tout cas, difficiles à atteindre pour des femmes. Mais c'est aussi parce que les femmes, et ça on n'en a pas parlé, mais ça fait partie des stéréotypes, à force de nous répéter qu'on n'aime pas la compétition, à force de nous dire également qu'on n'aime pas la technique, on n'aime pas la technique, on n'aime pas les sciences, hein, c'est clair. Donc à force de nous... Et puis qu'on n'a pas d'ambition non plus. À force de nous dire ça, on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas aussi faire le pas, qui n'osent pas. Certaines n'ont pas les ressources pour les faire, des ressources psychologiques, l'entourage, etc., pour faire le premier pas. Voilà, pour l'encadrement. Personne ne dit on ne va pas mettre une femme. Mais comme l'a dit fort justement Madame le maire, entre un homme et une femme à compétences égales, effectivement, on fera plus volontiers confiance à l'homme, parce qu'à une femme, il faut d'abord l'avoir en action pour éventuellement lui faire confiance. Donc aujourd'hui, on est plus dans cette situation-là. Voilà, juste une petite remarque, dans le dispositif d'observation qu'on met en place, on prendra bien évidemment, dans le questionnaire, il y a eu des questions sur le sujet, la place des femmes en tant qu'entraîneurs dans le sport, en cinéma. Voilà. Juste pour égayer un petit peu ce que vous venez de dire, ce qu'il faut savoir aussi, moi dans ma fédération, j'ai que 2 cadres techniques dames, hein, c'est trop peu, mais faut-il encore que ces femmes viennent aussi, postulent sur les postes. On ne peut pas aller mettre des femmes, on sait qu'il y a des femmes qui ont des compétences, mais malheureusement, elles ne postulent pas. Moi j'ai une femme qui est à la tête de l'équipe de France Dames aujourd'hui, mais il a fallu que j'aille la chercher, que je lui explique qu'elle va pouvoir mener sa vie de famille normale, qu'elle aura des libertés, que je vais prendre en compte. Mais faut-il encore que ces femmes postulent aussi à ces fonctions? Je voulais juste rajouter que sur les formations sportives, les anciennes sportives de haut niveau ne vont pas vers des formations pour être entraîneurs. Elles font des études supérieures, elles font d'autres études, mais en tout cas, notamment pour l'INSEP, nous sommes très peu représentés dans ces formations et très peu intéressés. Mais c'est aussi, j'allais dire, il y a plusieurs problématiques, mais c'est aussi parce qu'on n'arrive pas à s'identifier bien souvent, parce qu'il n'y a pas de femmes. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. On voit pas de femmes, on se dit que c'est juste pas possible pour nous. Et si on ne nous accompagne pas en nous disant si vous pouvez y aller, on va vous accompagner et demain vous allez être entraîneur, en tout cas c'est une problématique aujourd'hui. Alors, une dernière question, je suis... Et après on pourra échanger un petit peu autour de la convivialité. Ici devant, parce qu'on s'est engagé à le faire. Parce que madame aussi souhaitait prendre la parole, donc... Bon. Tant qu'on n'éteint pas les lumières, ça va, hein. Juste pour vous parler de la mixité, je suis également un président d'association
depuis maintenant 33 ans, puisqu'il s'agit d'un club 35 que nous avons créé ensemble en milieu rural. Et on pourrait parler du problème du milieu rural qui dépend surtout et essentiellement du manque de moyens d'infrastructure. Sachez que dans notre bureau, nous sommes à parité parfaite hommes-femmes et que les missions ne sont pas données de façon subalterne aux femmes. Par contre, vous avez tout à fait raison, mesdames, ce que j'ai entendu ce soir ne fait que confirmer la dure réalité, vous avez tout à fait raison. Et pourquoi il convient avant tout que les femmes, et là je vais parler de la pratique sportive, puissent véritablement s'épanouir et s'agrandir. C'est parce que le sport, vous l'avez dit, est vecteur de cohésion sociale, mais surtout, essentiellement, vecteur d'égalité. Et c'est la raison pour laquelle, véritablement, le sport doit s'ouvrir aux femmes, dans tous les sports qu'elles choisissent, et aux responsabilités, quelles qu'elles soient, lorsqu'elles choisissent de le faire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour terminer. Sinon, tout à l'heure, on a eu droit à un petit duo entre deux personnes, un homme et une femme de la direction départementale de la cohésion sociale, l'homme donnant les raisons d'espérer, la femme en contre-champ donnant un petit peu les raisons pas désespérer. Alors, il m'est revenu à l'esprit un mot d'un philosophe italien. Le pessimisme, c'est le fait de l'intelligence. Et l'optimisme, c'est le fait de la volonté. Donc, soyons volontaires et faisons avancer le dossier. Bravo. Madame, on pourra peut-être se voir, parce que là, on va être obligé d'avancer pour présenter le guide. Oui, je vous propose que les très intéressantes discussions que l'on peut avoir maintenant, étant donné les contraintes techniques qui sont les... Alors voilà, le guide vous est distribué actuellement. Alors ça va prendre un petit peu de temps, je m'en excuse. Je voulais en profiter pour remercier vraiment celles et ceux qui ont participé à la soirée de ce soir, qui ont participé à son organisation. La ville, bien évidemment, de Soir-la-Ferrière, qui nous accueille, son maire, Philippe Chabaudot, le directeur des sports, l'équipe technique qui nous a extrêmement bien accueillis. Tous les partenaires et intervenants et intervenantes qui sont intervenus ce soir. J'ai vu, je salue par exemple ceux aussi celles et ceux qui ont préparé toute cette soirée. Je pense aux membres du comité de pilotage pour la direction régionale. J'ai vu dans le fond de la salle Pierre-Emmanuel Panier et Robert Bouchoul. Voilà, Robert Bouchoul étant le référent sport féminin de la direction régionale. Je veux parler également du conseil général en la personne d'Isabelle Chusseau qui fait partie du comité de pilotage. Je veux parler également de l'association Fémix Sport. Bon, je ne vais pas toutes les citer parce qu'elles sont assez extraordinaires et merci beaucoup de leur intervention. Je sais que Béatrice Palien notamment a beaucoup participé à nos travaux. Je remercie aussi pour le GDOS Annie Leroy et Julie Schramm distribuant les stylos ce soir. Et enfin, je adresse aussi mes très très vifs remerciements à la direction départementale, à tous ceux qui ont travaillé, alors je vais essayer de les citer sans en oublier. Monique Gervasi, Evelyne Boulet, Jeannette Caragoulian, Patricia Herbert, Sophie Rathieville, Catherine, bien évidemment Catherine Sœur, Yanis Campion qui est à la technique là, qui a fait diffuser qui a permis de diffuser les diapositives. Vincent Brière à la caméra, Christian Boyard qui est le référent départemental. Voilà, merci, un grand merci à vous. Maintenant, pour ce qui est du stylo, alors pour ce qui est du guide, c'est un stylo clé USB. Alors, je ne vais pas forcément faire j'allais dire l'hôtesse de l'air, plutôt le steward. Je vais essayer de vous faire quelques signes comme ça pour vous montrer comment ça marche. C'est donc un stylo. Alors on a voulu essayer, parce qu'on a un directeur qui est très féru des nouvelles technologies, donc on a voulu allier la tradition et la modernité, donc la plume, j'allais dire, et les nouvelles technologies. Alors c'est un stylo. Alors le stylo il se présente comme ça, vous l'avez à l'écran. Alors pour utiliser en tant que stylo, vous tournez la partie noire, voilà. La mine sort. Et pour utiliser la clé USB, hop, c'est le capuchon qui s'enlève. Voilà. Voilà. Merci. Bon, on a parlé du contenant, parlons du contenu maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il
Il y a un guide en 4 parties. Alors, on a 2 grandes parties qui sortent plus sur le contexte international et national. Ça, c'est un peu de la culture générale, c'est pas forcément pratico-pratique pour vous, mais c'est intéressant parce que ça témoigne du fait que depuis le milieu des années 90 notamment, il y a une grande volonté politique pour féminiser la pratique sportive et également l'accès des femmes aux responsabilités dans le sport. Donc il y a un mouvement de fond de ce point de vue-là, et on essaye, nous, à l'échelle de la Seine-et-Marne, très modestement, de l'accompagner. Il y a 2 parties après qui sont plus centrées sur ce qui se fait en Seine-et-Marne, qui se fait de la part des acteurs institutionnels qui ont chacun donné leur contribution, mais également quels sont les outils, quelles sont les possibilités qu'on a, soit développer la pratique sportive féminine, soit l'accès des femmes aux responsabilités. Il y a un certain nombre de pistes qui seront développées par monsieur le directeur par la suite sur le sujet. Et enfin, on a souhaité que ce soit un guide itératif, interactif. Itératif au sens où vous puissiez nous argumenter en information par les bonnes pratiques que vous mettez en place. N'hésitez pas à communiquer avec nous sur le sujet. Il y a une adresse mail institutionnelle qui figure là sur le diaporama. Donc, je ne sais pas tomber là. Donc n'hésitez pas à communiquer. On a un comité de pilotage qui se réunit et on verra après comme si on intègre ou non les pistes de réflexion que vous proposez dans le sein dans ce guide, sachant que celui-ci sera mis à jour, téléchargeable en ligne et mis à jour périodiquement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur Bellac. Nous allons conclure, et pour cela, je demande à monsieur Philippe Sibeux, directeur départemental de la cohésion sociale, mot de clôture. Monsieur Sibeux. Étant donné l'heure et les contraintes techniques, on va essayer de faire très très court. Mesdames les championnes, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les responsables associatifs, administratifs, tous ceux, chers amis, tous ceux qui êtes là ce soir et que je remercie vivement par leur implication et le fait d'être venus témoigner aussi nombreux. Je crois que nous sommes bien partis en Seine-et-Marne pour nous défendre sur le plan de la mise en pratique de l'égalité des droits. Vous savez que nous sommes dans un pays où on proclame volontiers un certain nombre de principes et parfois on a beaucoup plus de peine à les mettre en application. Donc il était important que l'on se réunisse ce soir. Ce n'est qu'un début, bien évidemment, comme on vous l'a dit, avec nos différents partenaires et tout au long de l'Olympiade, nous allons essayer de mettre ça, de peaufiner ça, de lui donner une réalité. Quand je nous vois ce soir, je suis effectivement très optimiste. Quand je regarde l'évolution des droits, je me dis aussi que nous vivons une époque formidable. Quand nous regardons ce qui se passe concrètement, ce qui peut se mesurer sur le terrain, et Madame Pichery notamment tout à l'heure a largement insisté de ce qui se passait dans le monde politique, qui me semble un bon exemple de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Nous avons dans notre pays une quasi-égalité pour les députés européennes, par exemple, mais nous n'avons que 20 et quelques pourcents, 27% de femmes, je crois, à l'Assemblée nationale, 21%, on l'a rappelé tout à l'heure, qui sont sénatrices, un peu moins de 15% qui sont maires. Et bien dans tous les domaines, on a besoin de faire un gros effort. Alors, le gouvernement l'a solennellement proclamé là, très récemment, à la fin de 2012, et un service déconcentré comme la direction départementale de la cohésion sociale, naturellement, se met complètement dans les clous de l'action gouvernementale. Mais il ne suffit pas que ce soit un service déconcentré qui se mobilise, il faut vraiment la mobilisation de tout le monde. Et je crois ce soir que nous repartirons le cœur un peu plus léger en voyant ce que nous sommes capables de faire avec l'aide du département, bien entendu, avec l'aide du GOS, avec l'aide du secteur associatif tout entier. Je voudrais simplement dire que j'ai perçu une volonté. Alors, elle n'est pas toujours évidente
Je prendrai un dernier exemple. De nombreux exemples ont été fournis ce soir. Quand je suis arrivé il y a 3 ans à la direction départementale de la cohésion sociale, le droit des femmes, évidemment, c'est la cohésion sociale par excellence. Je me suis interrogé lors de la première remise des médailles de la jeunesse et des sports. Et rien que sur ce simple exemple, je trouve que c'est extrêmement parlant. En moyenne, on reçoit une distinction dans ce domaine-là. La différence entre les hommes et les femmes, à peu près, il y a à peu près 15 ans d'écart. Alors évidemment, quand les hommes en sont déjà à concourir pour l'or, les femmes, elles, en sont au démarrage. Et naturellement, elles n'atteignent jamais l'or. Mais ce soir, les choses sont en train de changer. D'ailleurs, l'homme qui est devant vous, il parle au nom d'une femme, puisqu'il parle au nom de la préfète de Seine-et-Marne. Il n'y en a pas tant que ça, mais en Seine-et-Marne, bien évidemment, il n'y en a qu'une. Mais sur le territoire national, il commence à en avoir un certain nombre. Et je conclurai en disant que, non seulement dans le domaine du sport, il est extrêmement important que nous parvenions à établir une véritable parité, mais je crois aussi que dans l'ensemble de la société française, à l'heure où notre pays parle de compétitivité, il est hors de question de continuer, il est déjà bien tard effectivement, il est hors de question de, comme on dit de manière un peu imagée, de continuer à se tirer une balle dans le pied en estimant que nous n'avons pas besoin de la moitié de la population à peu près et que nous sommes capables de rester une grande puissance et un grand pays uniquement en mettant en avant les hommes. Et j'espère que naturellement, désormais, nous pourrons compter sur toutes les forces féminines de ce pays. Merci. Voilà, on arrive à la fin de notre soirée. Je pense que chacun en aura retiré des choses riches. En tout cas, on l'espère. Je pense qu'on peut s'applaudir, tous, là. Applaudir tout le monde et s'auto-applaudir. Je pense que c'est bien, ça fait du bien aussi, ça motive tout le monde pour repartir. Et donc, merci à tout le monde et je vous invite à rejoindre les côtés de la salle.